Et ça me fait plaisir. Éric Revel, Raphaël Steinville, Élodie Huchard, Pierre Gentillet et Pierre Laurin. Les deux Pierres sont côte à côte. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions russes. Merci d'être avec nous, Pierre Laurin. On va commencer avec une interrogation. Et je dis toujours tout aux téléspectateurs. Juste avant le début de l'émission, j'ai appelé la voix du football, Jacques Vendroux, qui est sur Europe 1. Et je lui dis, je me pose une question, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier soir dans ce match sur l'équipe de France. Je mets de côté, et je l'ai déjà dit, sur les attaques contre Olivier Giroud. Il s'avère qu'il y avait un match France-Allemagne, que le 13 novembre 2015, la série d'attentats qu'on a pu vivre en France, tout part au Stade de France, et le match c'était France-Allemagne. Il s'avère que depuis 48 heures, on explique qu'à Moscou, le peuple moscovite est en train de vivre un Bataclan en 2024. Et tous les téléspectateurs avertis, ou du moins certains, pas tous peut-être, mais certains se sont dit, mais c'est étrange, il y a une minute de silence, mais c'est pas en hommage aux civils. C'est-à-dire que vous mettez de côté la Russie, vous mettez de côté l'Ukraine, la guerre, mais on peut peut-être rendre hommage en faisant une minute de silence aux 133 victimes de cet attentat. Il y a bien eu un moment de recueillement, mais c'est un moment de recueillement pour deux légendes du football allemand. Regardons les images. C'était pour Franz Beckenbauer et Andreas Brehme. Et donc c'était un accord qui a été passé entre la Fédération française de football, qui a prévenu la Fédération allemande de football pour dire, voilà, on va rendre hommage à ces deux légendes du football. Mais on aurait quand même pu même porter un brassard noir. Donc comme je n'ai pas encore la réponse à cette question, je voulais juste vous la soumettre. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par ça? Éric Revel. Comme on se dit tout, mon cher Elliot, vous avez appelé la voix du football, mais on en a parlé un peu aussi avant l'émission. Oui. Moi, je suis peut-être un peu la voix de la sagesse, et j'ai trouvé que c'est une très bonne question que vous vous posiez. Toute modestie. Non, sagesse. Sagesse, ça recule. La voix du recul. La voix avec Pierre Laurin, la voix de la sagesse. Pourquoi pas? Mais ça vous va très bien. C'était une très bonne question. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne question parce qu'en réalité, vous avez raison de rappeler la concomitance de ce match France-Allemagne. On s'en souvient à l'époque où François Hollande est dans le Stade de France, qu'on apprend qu'il y a des attentats. Oui. En fait, c'est pendant le match France-Allemagne. Donc c'est un symbole très fort. Et hier soir, il y avait ce match. Et peut-être parce qu'on ne considère pas de la même manière des victimes russes civiles, ou peut-être parce qu'on veut faire porter le poids normal, j'allais dire, de l'invasion de l'Ukraine à Poutine et donc au peuple russe qui n'a rien à voir là-dedans. Moi, je pense qu'on se serait honoré, peut-être qu'on le fera par la suite, mais on se serait honoré sur ce match symbole France-Allemagne, à avoir un recueillement, une pensée, sans porter forcément de brassard noir, mais vous voyez, ça aurait été un geste quand même important. Oui. C'est compliqué. Non, mais encore une fois, moi j'aurais beaucoup aimé effectivement qu'il y ait une minute de silence ici pour les victimes civiles, parce que rappelons. Mais oui, c'est ce que je dis. On sépare le régime. Mais je suis d'accord avec vous. Mais si on essaie d'expliquer, on sépare la guerre. Je suis et d'accord. on pense aux victimes. Mais est-ce qu'on le peut? Oui. C'est ça. Manifestement, tout le monde ne peut pas faire cette séparation parce qu'un certain nombre de pays actuellement livrent des armes à l'Ukraine qui tuent, alors cette fois-ci, des militaires russes. Donc on n'est pas en état de guerre, évidemment, on est en état de quasi-co-belligérance. Donc c'est vrai que c'est compliqué à un moment d'articuler un moment de recueillement pour des victimes civiles russes. Moi je le souhaiterais, pour des victimes civiles russes, et en même temps, si j'ose dire, de faire abstraction de ce qui se passe en Ukraine. J'explique également aux téléspectateurs que la Russie a été écartée des compétitions de football par la FIFA. Bien sûr. Mais encore une fois, mettons de côté tout ça. Et je le répète, c'est un symbole, c'est France-Allemagne. On parle d'un Bataclan à Moscou. Et tout est parti de ce match le 13 novembre 2015. Moi, j'ai l'impression que ce silence, il renvoie au silence aussi de l'Élysée, qui certes apporte son soutien au peuple russe, mais qui se garde bien de cibler l'État islamique, alors même que l'État islamique... non, c'est vrai, c'est absolument vrai, alors que l'État islamique a revendiqué cet attentat, comme si finalement dans ce flou, il y avait quelque chose qui arrangeait l'Élysée et le pouvoir. Arranger, j'y mets beaucoup de guillemets, mais en tout cas, ça vient appuyer, contrarier le narratif qui était mis en place. Vraiment, Raphaël, pardonnez-moi de vous couper, mais sauf que le tweet d'Emmanuel Macron samedi dernier, il est explicite justement, puisqu'il dit: la France condamne avec fermeté l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique à Moscou. Solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe.
C'est très intéressant. Et d'ailleurs, pourquoi, dans ce tweet, on peut imaginer ça. Il dit l'attaque revendiquée par l'État islamique, parce qu'il y a un autre narratif du côté des autorités russes, de dire que l'Ukraine serait mêlée à ce qui est en train de se passer. Vous avez raison de souligner ce tweet d'Emmanuel Macron, mais il a fallu énormément de temps à l'Élysée pour Emmanuel Macron, parce que c'est d'abord le Quai d'Orsay qui a communiqué. Oui. Il y a un embarras évident de l'Élysée à assumer finalement cet attentat islamique. Et c'est pas forcément, vous pouvez faire une minute de silence évidemment en hommage à ces deux légendes du football allemand, bien sûr, mais vous pouvez porter un brassard noir. C'est pas très, c'est simplement en soutien à ces innocents qui vendredi dernier étaient à un concert à Moscou et qui ont péri et qui ont vécu l'enfer. Je crois qu'on est dans une sorte de narratif qui ne permet pas ce genre de situation. On ne peut pas d'un côté blâmer les Russes pour ce qui se passe en Ukraine, blâmer les sportifs russes pour cela et les stigmatiser pour les Jeux Olympiques, et en même temps avoir ce geste de condoléance, de pitié à l'égard du peuple russe, parce que cela contredit ce qu'on a dit précédemment. Donc, je crois qu'on fait simplement l'impasse. Il est possible également, et vraiment moi j'essaye de voir toutes les possibilités, que les fédérations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a eu plein de matchs amicaux ce week-end, que toutes les fédérations attendent un tout petit peu d'avoir tous les éléments et que la semaine prochaine, il y ait effectivement une minute d'hommage pour les prochaines rencontres. Qu'est-ce que ça changerait ? Parce qu'on est à 48 heures, on sait d'ailleurs... On sait qu'il y a des victimes, c'est ça on sait qu'il y a des victimes, mais on ne sait pas si elles ont toutes été recensées. Donc voilà, peut-être que c'est encore trop chaud. Je vous dis, parfois on peut être surpris de quelque chose et de se dire... Je rappelle que j'ai appelé... le ponte du football et du journalisme sportif aujourd'hui, qui est Jacques Vendroux, pour lui demander si lui-même avait la réponse, parce que je ne l'avais pas. Est-ce qu'on peut avancer ? On ne va pas passer 3 heures là-dessus. Je suis certain que la semaine prochaine, il y aura un brassard noir, où il y aura une minute de silence pour les victimes. Je pense que ça a été dit, je pense que la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire que l'ennemi proclamé hier devient aujourd'hui victime à qui on rend hommage. À mon avis, la difficulté, elle est juste là. Non, il y a un embargo politique contre Poutine dont est victime le peuple russe et ceux qui ont été victimes des attentats. Il y a un embargo politique. Je suis certain, je peux peut-être me tromper. Et on est mal à l'aise avec ça. Je peux peut-être me tromper, mais je ne peux pas imaginer que la semaine prochaine, sur les pelouses de football, il n'y ait pas un hommage qui soit rendu aux victimes des attentats. Peut-être que votre gêne y aura contribué. Pas du tout. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis sûr. Mais j'ai été surpris parce que c'était tout un symbole. Voilà, c'est France-Allemagne, 13 novembre 2015. On parle du Bataclan. Je ne vais pas refaire l'histoire. Avançons un tout petit peu, puisque le groupe terroriste Daesh a publié hier soir une vidéo apparemment tournée par les assaillants dans la salle de concert. C'est une vidéo qui dure un peu plus d'1 minute 30. C'est insoutenable, insoutenable. Là aussi, il y a quelque chose de terrifiant, c'est que ces vidéos, elles circulent sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment ces vidéos peuvent circuler. Il y a des jeunes qui les voient, il y a peut-être des familles de victimes qui les voient. C'est insoutenable, cette violence sur les réseaux sociaux. Et depuis 48 heures, ce qui est surprenant également, c'est qu'il y a une surcommunication de ce groupe terroriste qui a publié un communiqué vendredi soir, un nouveau communiqué samedi, les photos des assaillants samedi, une vidéo dimanche. Voyez le sujet de Juliette Sada qui va revenir sur ces assaillants qui ont été interpellés par les autorités russes. La traque aura duré des heures, mais les autorités russes auraient finalement mis la main sur les auteurs présumés de l'attaque terroriste. Selon le ministère russe de l'Intérieur, les 4 suspects arrêtés seraient étrangers, originaires du Tadjikistan. Les services de renseignement russes indiquent qu'ils s'apprêtaient à fuir vers l'Ukraine. Sur ces images publiées sur une chaîne Telegram proche du Kremlin, l'interpellation musclée des personnes présentées comme suspectes. Lors d'un interrogatoire sommaire, 2 des suspects auraient avoué leur culpabilité, l'un disant avoir agi pour de l'argent, sans nommer de commanditaire. Depuis le drame, aucune mention de l'État islamique par le pouvoir russe. Le groupe djihadiste a pourtant publié une photo des assaillants à visage flouté et revendiqué l'attentat.
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a déclaré ce dimanche un jour de deuil national. Et il y a un message qui m'a interpellé, celui d'Alexandre Benalla. Voilà ce qu'il disait, on est à un tel niveau de désinformation que Daesh est obligé de s'y reprendre à 3 fois pour revendiquer et même diffuser des preuves vidéo. Cette époque est folle, pas d'autres mots. Pierre Laurin, comment vous analysez ce qui est en train de se passer? On parlera de la question russe, du face-à-face entre la communication russe et ukrainienne dans un instant. Mais là, on a une surcommunication d'un groupe terroriste qui en vient à même publier ses vidéos. Je crois que Benalla a donné la bonne réponse, c'est-à-dire effectivement, on est dans un tel flot de fausses nouvelles, de désinformation, de pistes qui partent partout mais qui n'aboutissent nulle part, que les responsables de l'attaque sont obligés de s'y reprendre à plusieurs fois avant de faire admettre que c'est vraiment eux. Et la preuve ultime, parce que tout le reste est disons, contestée. Mais la preuve ultime, c'est la vidéo. La vidéo, elle a été prise par les assaillants au moment de la perpétration de leur crime. Et c'est Daesh, c'est ISIS-K qui la diffuse. Donc là, on ne peut plus dire que ce n'est pas réellement Daesh. J'entends, mais il y a peut-être aussi un responsable dans ce flou qui s'appelle Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que hier, lorsqu'il prend la parole, et il parle de terrorisme, il ne parle pas de terrorisme islamiste, il ne parle pas de Daesh, et il va parler un peu plus de l'Ukraine que de ces terroristes-là, Pierre Laurin. Oui, effectivement. Mais le problème pour les autorités russes, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont ils voient les choses, je ne pense pas honnêtement que ce soit la bonne manière, mais ils sont persuadés que ce sont les Ukrainiens qui sont derrière, que ce sont les Ukrainiens derrière par l'intermédiaire de la CIA. Or, je répète, c'est la vision des autorités russes. J'entends. La CIA, c'est Daesh. Daesh a été créé par les Américains au début des années 2010. Donc, pour les Russes, il y a là une suite logique. Ouais. Je dis c'est leur manière de voir les choses, pas forcément la mienne. C'est une manière qui rend encore un peu plus complexe ça, indiscutablement. Là, on est dans le flou le plus total. On est manipulé, on manipule nos analyses. Mais je voudrais poser une question à Pierre Laurin. Poser des questions. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que on peut penser que Poutine veuille effacer le fait que le Conseil national de sécurité américain l'ait prévenu d'un attentat imminent de masse par le feu d'artifice suivant, c'est-à-dire ce sont les Ukrainiens qui sont coupables. Mais là où il a une piste quand même sérieuse, Poutine, c'est que le groupe dont vous parliez tout à l'heure, ISKA, ils ont des relations historiques avec les Ukrainiens. Oui, absolument. Ils ont des relations historiques. Il y a des combattants d'ISIS-K qui combattent avec les troupes ukrainiennes, et ils ont leur blason, etc. Bon. Donc là, il y a un lien. Mais ce n'est peut-être pas cela qui est essentiel. Il faut le mentionner. Ça. Mais ce qui est essentiel, c'est-à-dire que dans ce flou, on oublie l'essentiel, c'est de savoir comment aujourd'hui Daesh est susceptible de commettre de nouveau des attaques projetées. Et c'est ça la clé, évidemment, parce que ça change la donne de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pensait que le califat était tombé, que ce groupe terroriste n'avait plus de la possibilité de mener, d'orchestrer, d'organiser des opérations terroristes depuis l'extérieur sur un sol occidental ou là à Moscou. Et donc, on retrouve la situation. En fait, il y a eu une évolution de Daesh qui fait que Daesh n'est plus exactement ce qu'elle était il y a un certain moment. Le fait que ce soit des Tadjiks, les Tadjiks, ce sont des persophones. Ils ne sont pas du tout liés aux Arabes. Ce sont des Perses à l'origine. Et le fait que ce soit eux, ça jette un brouillard autour des Perses. Enfin, on attend que ce soit des Arabes qui fomentent, mais... On attend. Il y a une déclaration qui m'a marqué, celle de la Maison-Blanche hier, par la voix de sa porte-parole. Voilà ce qui a été dit. L'État islamique est un ennemi commun, un ennemi terroriste qui doit être vaincu partout. Et la présidence américaine qui condamne vivement l'odieuse attaque terroriste à Moscou. Pourquoi? Parce que si aux yeux de l'Occident, Vladimir Poutine est un adversaire, il y a désormais, on le savait, mais peut-être qu'on l'avait oublié, un ennemi commun.
un ennemi qui menace l'existence même de certaines civilisations. Et peut-être que cet ennemi commun va faire que on va hiérarchiser les priorités, Eric. À mon sens, ça va même plus loin, parce qu'en réalité, que reproche Poutine de manière scandaleuse ou pas, c'est que l'Occident ne défend pas les valeurs de l'Occident. Et lui dit, moi, je défends les valeurs de l'Occident. Donc, pour l'islamisme, pour ces mouvements de l'État islamique, sans doute que le sanctuaire des valeurs occidentales, c'est précisément aussi la Russie, puisque c'est ce que Poutine dit très souvent. Donc, ce ciblage est énorme. Et c'est vrai que l'ennemi commun, c'est quand même l'État islamique, Daesh et toutes ces branches armées de l'islamisme. On l'a presque oublié. Et le fait que sur son territoire, la Russie ait vécu à Moscou, dans ce centre, le Crocus, une attaque comme celle qu'on avait vécue en France, comme les États-Unis à une autre échelle ont vécu avec le 11 septembre. Justement. Et oui, mais en fait, on est tous dans le même bain, si j'ose dire, dans le même bain de sang. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites référence au 11 septembre 2001 et justement, on a l'impression que cette période-là, elle est derrière nous. Et là, effectivement, ce qui est arrivé avant-hier nous rappelle que l'État islamique n'est pas mort. Je voudrais rappeler qu'en 2001, lorsque commence effectivement la série des attentats et où on parle de plus en plus de l'islamisme et du terrorisme islamiste, le premier chef d'État qui appelle George W. Bush, c'est Vladimir Poutine. Et à partir des années 2000, jusqu'aux années 2010, avec ce qui s'est passé notamment avec l'État islamique, la Russie est notre allié contre l'État islamique, contre le terrorisme islamique. Et on a effectivement le sentiment, et je pense que c'est ce qui doit nous animer, que la Russie peut être un concurrent, mais que l'ennemi mortel, l'ennemi essentiel de l'Occident et de l'Europe, c'est bien la menace islamiste. Et moi, je suis d'accord avec tout ça, sauf qu'il y a un problème. C'est à la fois le discours de Vladimir Poutine et celui de Zelensky qui vient contrarier cette possibilité de penser justement cet ennemi commun qui est l'islamisme. Entièrement raison, justement, Raphaël Steinville. On va écouter parce qu'il y a une guerre donc, en Ukraine, il y a une guerre contre l'islamisme et il y a une guerre des nerfs, une guerre de communication avec, depuis 48 heures, l'Ukraine et la Russie qui se renvoient la responsabilité de cette attaque terroriste. Sur l'enquête, je peux dire que selon les éléments dont nous disposons, les 4 assaillants ont été trouvés. Tous ceux qui ont tiré sur les civils ont été arrêtés. Ils essayaient de s'enfuir vers l'Ukraine. Selon les informations préliminaires, un passage avait été préparé du côté ukrainien pour traverser la frontière. Ce qui s'est passé hier à Moscou, il est évident que Poutine et les autres salauds essaient juste de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Leurs méthodes sont toujours les mêmes. Nous avons déjà vu tout cela. Des bâtiments détruits, des fusillades et des explosions. Et ils cherchent toujours quelqu'un à blâmer. Pierre Laurin, vous souhaitiez réagir? Oui, sur ce qui précédait. Il est très clair que la lutte contre l'islamisme, elle est mondiale, en fait. Les services de renseignement, malgré tout ce qui se passe en Ukraine, gardent des contacts. Oui. Et ils se communiquent des informations. Et ce que j'ai pu comprendre de la réaction des Russes concernant les annonces d'attentats en Russie, c'est que ce n'étaient pas les services de renseignement qui avaient communiqué des informations, mais c'était le département d'État qui, tout seul comme un grand, avait dit « attention, il y a des risques », mais sans dire quels risques et d'où ils venaient. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il est évident que pour Volodymyr Zelensky, il est clair qu'il ne peut pas dire autre chose que c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Il est dans son narratif. Et du côté Vladimir Poutine, il est aussi dans son narratif. Mais ça, on l'a déjà dit précédemment. Mais il est également dans le même cas de figure. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. Vous dites que les services de renseignement continuent de coopérer, même si il peut y avoir des guerres, des tensions ou des froids entre pays. Certes, mais j'ai le souvenir que lorsqu'on a fait la guerre contre un virus, pendant la crise du Covid, vous aviez toutes les nations qui ont voulu se coordonner pour lutter, pour trouver, pour chercher un vaccin. Je ne fais pas le parallèle, mais si aujourd'hui l'Occident doit lutter contre le terrorisme, et se dit... Si c'était le cas, si tout le monde avait coopéré au moment du Covid, on n'aurait pas interdit le vaccin russe Sputnik V. Ce que je veux vous dire, c'est que si coopération internationale il peut y avoir, j'ai même le souvenir que le chef de l'État, au moment du 7 octobre, en Israël, avait dit il faut une coopération internationale
pour lutter contre le Hamas, comme on a pu lutter et faire tomber le califat de l'État islamique. Je me souviens de cette déclaration qui avait été balayée par qui a été balayée par nos alliés, puisqu'il est même revenu en arrière sur cette coalition. Oui. De la même manière, d'ailleurs, quand le président de la République, maniant le concept d'ambiguïté stratégique, dit qu'il faut envoyer des troupes françaises. Bon, on voit bien qu'il y a quelques caciques de l'armée française, et non des moindres, le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, qui est en appui, évidemment, du chef des armées, qui est le président de la République. Mais pour le reste, pardonnez-moi, on est quand même lâché par nos alliés sur cette question-là. Élodie Huchard, il y a un malaise quand même du côté de l'Élysée, c'est-à-dire que l'adversaire ces dernières semaines, rappelé à maintes et maintes reprises, c'est Vladimir Poutine. C'est la guerre en Ukraine, mais peut-être que cet attentat vient rebattre les cartes. Oui, on a vu effectivement, on le disait, la prudence d'Emmanuel Macron et le temps qu'il a fallu pour faire un tweet, parce que les déclarations du chef de l'État ont inquiété non seulement l'opinion publique en France quand il parlait potentiellement d'envoyer des troupes en Ukraine, et surtout a montré à Vladimir Poutine à quel point l'Union européenne n'était pas unie sur ce sujet. C'est ce que l'opposition d'ailleurs reproche à Emmanuel Macron, d'avoir eu des déclarations trop rapides sans avoir consulté les alliés, ce qui montre finalement que la France est très isolée sur ce sujet. La publicité, on y revient justement dans un instant. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est en une du journal du dimanche, qu'il y a quelques déclarations qu'il a pu faire, et Emmanuel Macron qui a été attaqué, tensé pendant le meeting Les Républicains. Vous y étiez, chère Élodie, c'était samedi après-midi. On revient dans un instant, après la pub. Parler d'Emmanuel Macron plus isolé que jamais, un président qui est en difficulté. D'ailleurs, c'est cette ligne qui le défend depuis maintenant plus de 2 semaines, qui se durcit, le ton qui s'est durci, l'escalade verbale entre Moscou et Paris, et cette théorie qui est peut-être balayée par l'attentat vendredi à Moscou. Emmanuel Macron en une, journal du dimanche. L'Europe puissance ne peut plus attendre. Alors j'imagine que les franciliens, les Français qui ont voulu lire le JDD ont été un peu surpris par cette phrase. L'Europe puissance ne peut plus attendre. Ne peut plus attendre quoi, Raphaël Steinville ? Non, mais on voit quand même que ça s'inscrit très clairement dans la campagne des Européennes. Si Emmanuel Macron monte une nouvelle fois au créneau sur ce sujet, c'est qu'il y a urgence pour lui à essayer d'imposer cette idée que, et d'une certaine manière, a raison pour lui, la France est dans une telle situation, notamment financière et économique, qu'il ne peut s'en remettre aujourd'hui qu'à l'Europe pour continuer à financer ses rêves de grandeur. Donc je pense que ça s'inscrit d'abord dans ce calendrier-là. Après, c'est vrai que ça a été percuté par cet attentat à Moscou. Parce que c'est un entretien que vous avez eu, c'est-à-dire que le JDD a suivi... C'était au moment du sommet européen. Donc c'était jeudi. Un journaliste du JDD a pu suivre Emmanuel Macron à Bruxelles. Oui. Jusqu'à vendredi. Vendredi soir, il y a eu cet attentat. Et donc, il a fallu compléter ces confidences livrées au JDD par une réaction de l'Élysée à cet attentat. Mais ce qui est intéressant, si je peux me permettre de poursuivre ce que j'avais commencé maladroitement à esquisser tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a un complotisme autorisé. C'est-à-dire que malgré les évidences, aujourd'hui, l'Élysée, même si effectivement dans son tweet, il parle de l'État islamique, mais il prend le soin dans la manière dont il communique et aussi dans le JDD, on voit qu'il y a une telle prudence à vouloir s'exprimer, condamner cet acte qui est clairement aujourd'hui l'œuvre de l'État islamique, qu'il aurait aimé que ce soit autre chose, un autre commanditaire. Bon, en tous les cas, je ne suis pas sûr que l'Europe puissance ne peut plus attendre. Attendre quoi ? Attendre qui ? Attendre comment ? Enfin, ça fait 40 ans. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu parce qu'il nous reste 15 minutes ? Il faut donner un élément. Oui. Je ne sais pas si Mais vous avez eu l'accord qu'il y a eu quand même, ça faisait longtemps qu'il y avait un accord dans le secteur de la défense entre Français et Allemands sur le char, le remplacement du Léopard et du Leclerc. Ça a été signé il y a 3 jours. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Il faut être optimiste et désespérément Éric Ciotti qui a interpellé le président de la République, c'était hier lors du meeting de Lens public. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, notre voix s'est marginalisée. Nous l'avons vu encore récemment avec les déclarations va-t-en-guerre sur l'Ukraine, aventurisme irresponsable et par tous nos partenaires qui nous confinent dans un humiliant isolement. On ne s'improvise pas chef de guerre avec des gants de boxe. La guerre
La guerre, cher Christophe, ce n'est pas la recherche du buzz sur TikTok ou sur Instagram. La guerre, c'est du sérieux. La guerre, c'est du sang. Ce sont des drames, ce sont des larmes. Ne jouons pas avec elles. Et il a été beaucoup question de l'Europe, bien évidemment, mais de la France, du conflit russo-ukrainien dans ce meeting. Élodie Huchard, vous y étiez hier après-midi. Oui, d'ailleurs, toutes les prises de parole en ont parlé pour dire d'ailleurs la même chose, évidemment, qu'Éric Ciotti, notamment Christophe Gomard, qui maintenant est numéro 3 sur la liste, qui lui-même se présente comme un soldat et qui a consacré son discours notamment à la politique internationale et qui disait il faudrait plus de munitions et un peu moins de mots, parce que ce que reproche Éric Ciotti, comme d'ailleurs la quasi-intégralité de l'opposition, c'est à la fois évidemment les déclarations va-t-en-guerre, comme il le dit, d'Emmanuel Macron, et puis aussi que la France n'est pas forcément tenue toutes ses promesses, par exemple en termes de munitions d'armes, etc. Et forcément, il y a aussi cette volonté de rappeler qu'il y a trop de communication de la part du chef de l'État. Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, qui a réagi. Les propos d'Emmanuel Macron sont un danger pour l'Union européenne. Écoutez. Je pense que le président Macron, par ses propos, représente un danger pour notre pays et pour notre continent. Le problème n'est pas papa, mais les bellicistes comme Macron, qui parlent de guerre comme s'il n'y avait pas de problème. Oui, et pas seulement les Français, mais également les Européens dans leur ensemble, qui, à part les pays baltes, très légèrement la Pologne et la Tchéquie, qui ne représentent pas grand-chose, sont tous contre Macron, mais d'une manière très virulente. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accord de défense franco-allemand. Il ne faut pas oublier que dernièrement, nous avions également un accord de défense sur la construction d'un avion franco-allemand qui a été abandonné, que le programme du char d'assaut franco-allemand, ça fait plus de 10 ans qu'il traîne et qu'il n'avance pas, et aujourd'hui peut-être qu'il va avancer, mais c'est très difficile parce que vous comprenez, lancer une industrie de défense, c'est très bien, à condition d'avoir une énergie bon marché, ce qu'on n'a pas, à condition d'avoir des industries, ce qu'on a même industriellement, et d'avoir des finances que nous n'avons pas. Donc là, je crois que nous sommes dans les mots. On est dans les mots, mais le fond, je vous donne la parole dans un instant, Éric Revel, c'est que les Français, la menace, les Français qui nous regardent, ils savent très bien que demain, c'est pas l'armée rouge qui arrive sur les Champs-Élysées qui les inquiète. Et lorsqu'ils vont aller avec leurs enfants au cinéma, au restaurant, qui vont aller à un événement public, avec la crainte de vivre une attaque terroriste. 75% de défense en Europe et les États-Unis. Deuxième, la France, mais très 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 loin. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans l'OTAN, vous êtes quasiment obligé d'acheter du matériel américain pour l'opérationnalité des... La France qui a Et si vous vous souvenez, que vous avez de la mémoire, européenne. Les crédits polonais à l'entrée dans l'Union européenne avaient été utilisés pour acheter des F-16 américains. Si vous vous souvenez. Le chiffre du week-end. Le chiffre du week-end. Et c'est un sondage, le JDD Europe 1 CNews, avec la guerre aux portes de l'Europe et dans un contexte de menaces terroristes élevées. Doit-on réintroduire le service militaire obligatoire pour les jeunes Français ? Intéressant comme question. 65% des Français disent y être favorables et 35% sont contre. Tiens, le retour du service obligatoire, tiens, c'est intéressant, non ? Ah oui, moi je suis pour, à condition d'en avoir les moyens. Ah oui, parce que ça coûte ça très coûte cher. La peau des fesses. Il n'y a pas que le risque de guerre et la menace terroriste qui est intéressant, c'est aussi peut-être un retour à certains codes, principes, d'avoir des repères, une identité nationale qui pourrait se retrouver non pas avec le SNU, mais avec le service militaire, Raphaël Steinville. Oui, moi je comprends très bien ce souhait des Français. Encore une fois, si on n'arrive pas à financer cette exigence, ce besoin, on peut toujours se gaver de mots et d'espérance, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'une réserve opérationnelle plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pierre Gentillet, vous êtes pour ? Vous avez fait le service militaire ou pas, vous ? Il a 18 ans et demi. Et vous êtes pour ou pas ? Je serais plutôt pour. En fait, la question du service militaire, c'est la durée surtout. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'en 1914, c'était plusieurs années. Ouais. On était à la fin, je crois, à quelques mois, c'est ça, a été en 95. Qu'est-ce que vous voulez donner en fait comme durée ? C'est plutôt ça la question que je poserais. Éric Revel, vous avez... Moi, j'ai fait 18 mois en coopération, mais j'ai fait une PMS, une préparation militaire supérieure à l'époque où vous faisiez vos 3 jours. Parce que vous faisiez les 3 jours avant d'être incorporé. Pardonnez-moi, mais la décision de Jacques Chirac de suspendre le service militaire, ça n'a jamais été supprimé totalement. C'est vrai. Mais Pierre Laurent a raison. Vous les mettez où, par exemple, les recrues ? On a vendu les casernes.
On les a vendus, les casernes. Alors maintenant, quand Donc vous êtes contre, vous? Non, pas du tout. Mais quand on dit combien ça coûte, vous avez raison, mais combien ça coûte d'avoir la situation sociétale française dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Combien ça coûte les émeutes, combien ça coûte la violence, combien ça coûte la délinquance. Je suis pour le service militaire obligatoire. Je suis pour à 100%. 1 an de service militaire. Mais on ne peut pas le faire, c'est ça le problème. Actualité politique, à présent, c'est peut-être le coup du week-end. Et c'est tombé à 9h ce matin. Et je ne vous ai rien dit, mais c'est le Figaro qui le révèle en exclusivité. Malika Sorel rejoint la liste Rassemblement National. Ce sera la numéro 2 sur la liste. On parle peut-être d'une prise de guerre pour le RN qui vient récupérer l'ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration sous Nicolas Sarkozy, né en France de parents algériens, essayiste. Et voilà ce qu'elle dit dans le Figaro. J'ai travaillé avec Dominique de Villepin, avec Nicolas Sarkozy.